Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme, des Français à l'étranger, de la francophonie et chargé des petites et moyennes entreprises. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Où va le tourisme cet hiver avec Omicron? Crise ou relance? Beaucoup de petites entreprises aussi de nouveau fragilisées cette semaine avec la reprise du télétravail, la campagne, les suites de la déflagration d'Emmanuel Macron. Autant de questions que nous allons aborder. Alors commençons par le tourisme. Pour les professionnels, est-ce que les vacances ont été gâchées par Omicron? Écoutez, les vacances de Noël ont globalement bien fonctionné. Je vais vous dire, il suffit de regarder les taux d'occupation d'un certain nombre d'hébergements touristiques. Prenez les Gîtes de France, ils ont fait 70% de taux d'occupation première semaine des vacances, 85% la deuxième semaine. Les stations de ski, vous savez, l'année dernière, hélas, les remontées mécaniques, voilà, n'avaient pas pu ouvrir. Là, ils étaient ouverts, et même si la clientèle britannique ne pouvait pas venir, on est globalement sur des résultats, je dirais, qui sont à... Allez, presque ceux de 2019. On est à moins 8%, on va dire, par rapport à 2019, qui était déjà une bonne année. Moins 8% de fréquentation dans les stations de ski. Mais avec des stations qui ont cartonné. Prenez les stations des Pyrénées, les stations du Massif central. Elles ont fait parfois du plus 10, plus 20, plus 30%. Ah oui. En revanche, en Savoie et en Haute-Savoie, il y a certaines stations qui, effectivement, sont très orientées sur le public britannique, qui, elles, ont pu faire du moins 10, moins 15, moins 20. Donc, qui fait une moyenne de moins 8, voilà. Mais globalement, je peux vous dire que eh bien, les Français et puis les Européens ont retrouvé le chemin des pistes. Et d'ailleurs, cette semaine, la première semaine de janvier, on fait du plus 5% par rapport à 2019 parce que les Belges, les Néerlandais sont très présents. Et pour la suite, est-ce que vous poussez les gens à réserver pour février ou compte tenu du contexte, vous les incitez à être prudents? Non, il n'y a pas de contre-indication. Vous savez... on apprend à vivre avec le virus. Et on peut vivre avec le virus dès lors que, eh bien voilà, on est prudent, naturellement, on fait sa dose de rappel. Ah oui, mais enfin, bon, on appelle au télétravail, on demande aux gens de moins se déplacer, etc. Bien sûr. Donc, en même temps... C'est prudence et organisation. Prudence, voilà, encore une fois, dose de rappel, gestes barrières, etc. On se teste quand on va voir un proche qui est peut-être un peu âgé, etc. Mais tout ça s'organise bien et la vie de la nation doit continuer. Le télétravail, c'est aussi pour que la vie de la nation continue dans les postes où on peut télétravailler. Naturellement, il y en a où on ne peut pas. Et l'application du pass sanitaire, alors vous avez parlé de la montagne, dans l'ensemble chez l'ensemble des professionnels du tourisme, il est appliqué, bien appliqué? Écoutez, tout se passe bien dans la mise en œuvre. D'ailleurs, depuis le 9 août dernier, parce que c'est dans beaucoup d'établissements touristiques en vigueur, en réalité, déjà depuis l'été dernier. Et désormais, avec le projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale, c'était hier matin, eh bien sur le pass vaccinal. Le pass sanitaire, là où le pass sanitaire était demandé, désormais, lorsque la loi sera promulguée, après que le Sénat l'ait examiné, après qu'il y ait eu un accord, etc. Attendez, ce n'est pas fait, Jean-Baptiste. C'est pour ça que je dis, après que le Sénat l'ait examiné, après qu'il y ait eu un accord, je l'espère, eh bien, le pass sanitaire deviendrait le pass vaccinal. Oui, mais c'est pas certain que ça aille jusqu'au bout, le pass vaccinal. Vous avez confiance, vous pensez, vous, dans la majorité? On a vu quand même que c'était un petit peu plus compliqué, quoi. Et les déclarations du président ont un peu attisé le feu, quoi. Je veux dire, les forces politiques qui ont été réunies par le Premier ministre, c'était d'ailleurs avant le dépôt du projet de loi, je veux dire, ont globalement souscrit à cette démarche. Globalement, naturellement, il y en a qui s'en distinguent, qui ont voté contre. Je note d'ailleurs que la candidate Valérie Pécresse, qui se fait fort de vouloir, qui se revendique comme Madame Thatcher et comme un chef, le chef, il n'a pas été suivi par ses troupes. Parce que dans le vote à l'Assemblée nationale, il y a seulement un tiers de ses députés républicains qui ont voté sur la même ligne que Valérie Pécresse. Donc là, on a un chef qui a été un peu lâché en race campagne. Bah oui, parce que l'autre chef, Emmanuel Macron, est venu semer la zizanie, quoi, non, Jean-Baptiste Lemoyne? C'était calculé, ça, de la part du chef de l'État? Attendez, le président de la République, je crois qu'il a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Et je veux dire, on reproche tellement... Mais vous avez vu, les enquêtes, quand même, lui reprochent d'être allé jusque-là, dans les termes. On reproche tellement aux politiques de parler une langue morte, que pour une fois, justement, il y en a un qui arrive à se faire comprendre, parce que le message il a été reçu 5 sur 5. Tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a 90% des Français qui ont fait l'effort de se faire vacciner, qui ont fait l'effort de se protéger, de protéger les autres. Alors, ceux-là, ils n'ont pas envie de voir leur vie entravée parce qu'il y a une petite minorité qui, hélas, continue à renacler. Oui, zone rouge quand même, tout de même, quand il parle de ces gens qui ne sont plus des citoyens.
Écoutez, vous savez, là, c'est quand même, en fait... Non, mais ils sont bien sûr membres de la communauté nationale. Le Premier ministre l'a rappelé, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ce qu'il le dit, c'est que citoyen, c'est des droits et des devoirs. Et le devoir aussi, eh bien, tout simplement, de ne pas mettre en danger aussi la vie d'autrui dans cette communauté nationale. Parce qu'aujourd'hui, chacun dépend les uns des autres. Si quelqu'un ne fait pas attention, il peut mettre en danger quelqu'un d'autre. Voilà. Jean-Baptiste Lemoyne, encore quelques mots aussi sur le tourisme avant de passer aussi à l'ensemble des activités économiques. Est-ce que les touristes étrangers, là vous avez parlé des Britanniques par exemple pour la montagne, est-ce qu'ils sont revenus globalement, est-ce qu'ils reviennent en France? Alors, on a vu depuis l'été dernier le retour de clientèle internationale comme les Américains, les Canadiens par exemple. Et d'ailleurs, nous, au Quai d'Orsay, on a mis en place une cellule pour convertir leur certificat de vaccination en QR code, en passe sanitaire, parce qu'il fallait que ces gens-là puissent avoir accès naturellement à toutes nos activités. Donc on s'est mis en 4 pour ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que oui, le tourisme international a repris. Par exemple, on a fait en octobre 2019 80% de plus sur le tourisme international qu'en octobre 2020. Pour cause, c'est vrai qu'octobre 2020, on était encore dans des circonstances compliquées avec la pandémie. Et donc, j'ai bon espoir. On aura en 2021, en tous les cas, plus de touristes internationaux qu'en 2020. En 2020, on était sur une fourchette de 34 à 40 millions. Et là, on espère être dans une fourchette de 42 à 50 millions. Je dis une fourchette parce que tous ces chiffres vont être affinés dans les toutes prochaines semaines. Oui. Et en termes de recettes internationales, on aura, je pense, ce soir les chiffres de la Banque de France. Nous étions auparavant à 90 milliards de recettes avant crise. Je pense que, certes, on sera autour de la moitié, à mon avis, mais on est en train de petit à petit les reconquérir. Et est-ce qu'on est suffisamment vigilant aussi avec les étrangers qui arrivent en France ? Mais bien sûr. On leur demande un pass vaccinal en fait complet. Selon les États. Parce que ça n'a pas l'air d'être aussi clair. Attendez. C'est très carré. Il y a une cartographie qu'on établit et qu'on révise à chaque Conseil de défense avec des codes couleurs. Les pays qui sont très dangereux sont des pays classés en rouge écarlate. Ça a été le cas jusqu'à il y a peu de l'Afrique du Sud, par exemple, puisque le variant Omicron est né là-bas, si je puis dire, enfin pas né, en tous les cas, a été aperçu, détecté la première fois là-bas, et du coup, eux, la vague est derrière eux, donc on a pu enfin sortir l'Afrique du Sud de la zone rouge écarlate, mais quand vous étiez en rouge écarlate, il n'y avait plus de séjour de tourisme, par exemple. Et puis de la même façon... Puis il y avait une quarantaine. Bien sûr. Ouais. Donc on prend toutes les précautions. Notre boussole, c'est protéger les Français. Donc c'est vrai que parfois, ça veut dire un impact aussi sur des acteurs économiques. Ça veut dire parce que mais tous les pays ne sont pas concernés, ne sont pas en zone rouge écarlate. Ce qui veut dire que les autres, ils peuvent venir d'autres pays sans être contrôlés en France, quoi. Il n'y a pas de contrôle dans les aéroports à l'arrivée. Ah mais attendez, il y a des contrôles, même à l'embarquement, parce que parfois on demande des tests justement négatifs pour pouvoir embarquer dans certaines situations. Dans certaines compagnies, quoi. Les compagnies, c'est pas l'État français qui demande ça. Mais alors, attendez, le ministère des Transports veille à cela, et des compagnies qui, au tout début, parfois, ne faisaient pas ces contrôles systématiquement, je peux vous dire qu'il y a eu des sanctions. Donc je veux dire, non, il y a eu, on est très vigilant là-dessus. La boussole, c'est protéger la santé des Français. Oui. Venons-en maintenant depuis la démission d'Alain Griset, vous avez récupéré le portefeuille des PME, TPE. Et il y a encore certains secteurs, là évidemment, cette semaine, qui souffrent de la crise, notamment parce qu'il y a le télétravail, et donc par ricochet, il y a moins de monde pour les chauffeurs de taxi, pour les restaurants et d'autres secteurs. Écoutez, par exemple, Jean-Baptiste Lemoyne et les auditeurs, ce que nous disait hier matin Étienne, chauffeur de taxi à Montpellier, et qui vous a lancé un appel. On l'écoute. Jusqu'à présent, on a réussi à survivre grâce au fonds de solidarité qui a été mis en place par le gouvernement. Aujourd'hui, on fait une demande solennelle au gouvernement pour qu'ils garantissent notre activité économique et que le quoi qu'il en coûte reste à l'ordre du jour. On a besoin d'aide pour que nos petites entreprises artisanales continuent à vivre tout simplement, quoi. Oui, alors, qu'est-ce que vous répondez à Étienne ? Ce que je réponds, c'est que l'État continuera d'être aux côtés des acteurs impactés, et je dis pas ça, c'est pas un slogan, c'est pas une formule, c'est une réalité. Hier, avec Bruno Le Maire et Roselyne Bachelot, justement, nous travaillons avec les acteurs du monde de la culture pour calibrer aussi des aides. Vous savez que les cinémas ont été impactés, par exemple, par le fait qu'ils ne peuvent plus vendre un certain nombre de confiseries. Il y a des artistes qui ne peuvent plus faire plus de 2000 personnes dans des salles. Donc tout ça, on est en train d'y travailler. La semaine dernière, nous avons reçu aussi avec Bruno
Bruno Le Maire, tout le monde justement du tourisme, de la restauration, etc. Et on a d'ailleurs réactivé un certain nombre d'aides. Par exemple, quelles aides, par exemple? Bon, il parlait du fonds de solidarité, là, Étienne. Oui, et puis on avait une restauratrice qui disait un peu la même chose. Elle disait, comme il n'y a pas de confinement, moi je suis obligé de rester ouverte, mais j'ai toujours mes charges et j'ai du mal. Alors c'est pour ça qu'on a adapté les aides. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'aide coût fixe, qui permet à une entreprise de recevoir une subvention pour couvrir ses coûts fixes, type le loyer, etc., qu'on déclenche dès 50% de perte de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une première aide. Deuxième chose, l'activité partielle, elle peut se faire avec un reste à charge zéro pour l'entrepreneur, dès lors qu'on est dans un secteur qui subit une contrainte sanitaire. Je suis un bar, par exemple, eh bien, je peux pas désormais servir au comptoir. Bon, eh bien, je peux prétendre à l'activité partielle. Par ailleurs, mesure très importante, on est en train de travailler sur les prêts garantis par l'État, à ce que on puisse, avec la Fédération bancaire française, avec la Banque de France et la médiation du crédit, au cas par cas, aller sur un étalement plus long, aller jusqu'à 10 ans d'étalement. 10 ans d'étalement pour le PGE. Tout à fait. Oui. Si la situation de l'entreprise le nécessite. C'est pour ça qu'il y a un travail avec la médiation du crédit pour examiner les dossiers au cas par cas. Et puis également, sinon, la possibilité de décaler de quelques mois. Le début des remboursements, en principe, c'était le printemps, c'était mars, avril, mai. Ça pourrait être une annonce importante. Et ça va être tranché quand? Eh bien, écoutez, je pense que nous pourrons annoncer le dispositif définitif la semaine prochaine. On est en train d'y travailler avec les banques, avec la Fédération bancaire française. Un étalement, donc. Hein. Tout à fait. Pour les entreprises qui rencontreraient des difficultés spécifiques, parce qu'on a fait une petite étude, un certain nombre d'entreprises, parfois, ont déjà remboursé de leur propre chef une partie, toute ou partie. Certaines pensent qu'elles pourront le faire, mais il y en a qui, effectivement, feront face à une situation compliquée. Et c'est pour ça qu'on a voulu apporter cette réponse avec Bruno Le Maire. Bon, une forme de suspension du remboursement pour ensuite un étalement dans le temps, qui pourrait aller jusqu'à 10 ans. Hein. Un report du début du remboursement et un étalement dans le temps. Et par ailleurs, avec Bruno Le Maire, on continue d'expertiser des pistes qui nous ont été soufflées par les acteurs. Certains demandaient, par exemple, le retour d'exonération de charges. Donc, on est en train de regarder ça de près parce que ça peut être effectivement une bonne solution. Oui, un mot aussi sur les discothèques. Est-ce qu'elles vont rouvrir le 24 janvier comme prévu ? C'est vous qui avez récupéré ce dossier. C'est la situation sanitaire qui commandera naturellement les décisions qui concernent d'ailleurs l'ensemble des secteurs impactés. Mais le monde des discothèques et le monde de la nuit en général, parce qu'il n'y a pas que les discothèques, il y a aussi un certain nombre de lieux qui, la nuit, justement, proposent des activités dansantes, etc. On est vraiment en contact très étroit avec eux. On a mis en place d'ailleurs des dispositifs d'indemnisation, de compensation spécifiques pour tenir compte de ce coup dur, parce que eux, ils ont été fermés la première fois pendant presque 1 an et demi. Et je veux leur dire, d'ailleurs, à votre micro, je veux dire, tout notre soutien moral. Et je parle de moral parce que c'est des gens, ils veulent travailler. Mais le moral, il n'y a pas que le moral. Mais d'ailleurs, il y a le soutien financier. L'argent, le soutien financier, on met le paquet. Mais au-delà du soutien financier, parce que la vie, c'est pas que de l'argent. La vie, c'est aussi. Attendez, quand vous n'avez plus de rentrée d'argent et que vous avez des charges, Jean-Baptiste Lemoyne. Ce sont des gens qui aiment justement donner du bonheur, apporter des joies, du plaisir, etc. Et le fait d'être privé de ça, eh bien, est particulièrement pénible pour eux. Et je le comprends, et c'est pour ça que on est vraiment à leur côté. Bon, vous n'avez pas répondu précisément à ma question quand même, Jean-Baptiste Lemoyne. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller danser de nouveau en discothèque le 24 janvier, comme prévu. Hein. Patrick Roger, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire ce que sera la situation sanitaire le 24 janvier, et du coup, quelles seront les mesures que nous maintiendrons ou que nous lèverons. Vous savez, mais est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui, compte tenu d'Omicron qui continue et de la vague? La tendance, vous l'avez vu, c'est 260 000 cas détectés hier. C'était 300 000 avant-hier. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des chiffres qu'on n'a jamais connus depuis le début de la pandémie. Alors après, je trouve qu'on a une très bonne résilience. Regardez, la vie du pays, dans beaucoup de secteurs, puis si ça se transforme pour certains avec Omicron comme un gros rhume, là on n'est peut-être pas obligé de paralyser toute l'activité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à côté d'Omicron, on a encore un variant Delta qui demeure sur un plateau assez élevé. Et le variant Delta, il est un peu plus méchant que l'Omicron, si je puis dire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours sur une prudence, une vigilance, et surtout,
un chapeau bas pour tous les personnels de santé qui sont sur le pont. Bon, et vous serez le premier à aller danser si les discothèques rouvrent, Jean-Baptiste Lemoyne, non? Ah bah écoutez, en tous les cas, je serai naturellement toujours à leur côté. On ira sur le terrain à leur rencontre, naturellement. Dernière question politique. Vous connaissez bien aussi la politique locale. Sur la campagne, Éric Zemmour appelle au patron des maires de France pour l'aider à avoir ses 500 parrainages. Il affirme que la publicité des parrainages en tant que telle est un scandale démocratique parce que maintenant il faut qu'il y ait de la transparence et certains candidats pourraient être privés. Quelle est votre position, vous, Jean-Baptiste Lemoyne? Vous savez, il y a toujours eu certains candidats qui, dans le passé et aujourd'hui, essayent de se victimiser en disant on n'y arrive pas, on ne va pas y arriver, etc. sur les parrainages, c'est scandaleux, etc. Il y a 35 000 maires en France. 35 000. Il est demandé que 500 d'entre eux puissent vous accorder un parrainage pour pouvoir vous présenter. Donc 500 sur 35 000, si vous voulez, c'est un objectif qui peut être atteignable quand même, me semble-t-il, dès lors que vous faites le travail qui convient. Mais on verra au résultat ce qu'il en est. Moi, je pense que, voilà, tout quand... Pas question de changer les règles, en tout cas. Il y a des candidats, regardez, vous savez... J'aime beaucoup Lyon et j'aime aussi beaucoup les Pyrénées-Atlantiques. Jean Lassalle, élu des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, il a déjà annoncé qu'il avait ses 500 signatures. Mais pour certains maires, c'est plus facile de donner à Jean Lassalle qu'à Éric Zemmour, qu'à d'autres leur signature, quoi. Vous le savez. Et puis comme il n'y a pas de transparence, ensuite on va leur reprocher ça dans leur commune, dans leur département. Moi, je crois qu'on est dans une société où voilà, chacun doit assumer. Et je veux dire... Tiens, à propos d'assumer, alors Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce qu'elle a raison d'assumer le Karcher, Valérie Pécresse, hier avec sa petite phrase où elle ressort le Karcher de la cave? Surtout, moi j'ai l'impression d'entendre le vieux disque rayé de la droite. Finalement, Valérie Pécresse, c'est très vintage comme candidature. Vous voyez, ça nous renvoie à il y a 10-15 ans. Il y a 15 ans oui, déjà. parce qu'il y a des gens, pour reprendre l'expression, qui sont emmerdés par les problèmes d'insécurité dans les quartiers. Oui, mais je crois que la seule chose qu'elle a nettoyée au Karcher, Valérie Pécresse, c'est les effectifs de police et de sécurité quand elle était ministre du budget. Moins 10 000 policiers et gendarmes. À l'époque de Sarkozy. Elle a sorti le Karcher. Mais sinon, pour le reste, c'est le pistolet à eau, ces mesures. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué en charge du tourisme, des Français de l'étranger, de la francophonie et chargé des petites et moyennes entreprises, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.